Voici le schéma que je voudrais vous montrer, ce qu'on appelle un sommateur de tension. Observez bien qu'on a ici un amplificateur inverseur et on a créé une masse virtuelle. Cette masse virtuelle est inhérente à l'utilisation de cet ampli lorsqu'il est dans la zone linéaire. Donc le potentiel ici, c'est le même qui est ici. Et si je mets ici une résistance ou pas un potentiel de 0 volts, je vais me trouver avec un potentiel de 0 volts. Quand on regarde ce qui se passe ici, je peux facilement écrire toutes ces résistances que vous voyez par une source de tension V1, une source de tension V'1, une source de tension V seconde 1, on peut aisément écrire que le courant I1 égale simplement à cette tension V1 divisé par la résistance R1. Pareil pour le courant I'1 qui est égal V'1 divisé par la résistance R'1. Pareil pour le courant I seconde 1 qui est égal à V seconde 1 divisé par la résistance R seconde 1. Mais alors ce qui est très intéressant là, c'est que ce potentiel est absolument indépendant, il est contrôlé de ce côté. Ce côté-là impose la copie par la contraction de niveau, ou plutôt de potentiel de 0 volt vers ce nœud-là. C'est absolument pas les tensions, parce que la tension qui apparaît ici, vous allez avoir V1 ici, vous allez avoir la tension V seconde 1, V'1 là, et la tension V seconde 1 ici. Et ceci restera tout le temps 0 volt. Maintenant, venons sur la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff vous dit, le courant I, c'est la somme de ça plus ça plus ça. Très bien. Ce même courant n'entre pas dans l'ampli. Il va passer, il va devenir I2. Donc I2 est tout le temps égal à la somme des courants I1 plus I'1 plus I seconde 1. Donc c'est une loi qui additionne tous les courants qui arrivent et que le potentiel garde la même valeur. Et quand on commence à regarder ce qui va se passer avec la tension V2, rappelez-vous que V2, c'est celle-ci. Elle est là, V2. Donc V2 est égal à moins I2 fois R2. Donc tous ces courants se retrouvent multipliés par la résistance R2. Ils se transforment en une tension à la sortie est égale à V2. Et ça nous donnera quelque chose de ce style-là. Et voici maintenant le schéma, une fois qu'on le regarde avec les relations qui viennent d'être édictées, vous retrouvez que la tension V2 est égale à V1 sur R1, V'1 sur R'1, V seconde 1 sur R seconde 1, avec un signe plus qui additionne tout ça et qui les multiplie par la résistance R2. En d'autres termes, vous avez V1 qui est multiplié par un gain égal à moins R2 sur R1, pareil pour V'1, pareil pour V seconde 1. Ce genre de circuit nous permet de réaliser ce qu'on appelle un mixage de tension. Donc on peut ajouter des sources de tension qui ne s'influencent pas mutuellement parce que vous avez un potentiel ici qui est absolument constant, qui est indépendant de cette partie de circuit parce que votre amplificateur réalise une contre-réaction et que cette tension-là permet à ce potentiel de 0 volt d'être copié à ce nœud-là grâce à la masse virtuelle. Donc ce potentiel est complètement géré par la contre-réaction et ces différentes sources de tension sont absolument indépendants l'un de l'autre. Donc en d'autres termes, vous pouvez prendre trois sources de tension. On peut imaginer qu'on a une source de tension V1, une source de tension V'1 de nature complètement indépendante. Vous pouvez brancher une source audio de ce côté-là, une autre source audio de l'autre côté. Donc on peut imaginer là de la musique classique, on peut imaginer là une musique pop, et une troisième, un chanteur qui vient s'ajouter, et vous n'avez qu'à mettre des résistances variables, et vous venez de faire ce qu'on appelle une table de mixage, parce que vous êtes en train de mixer trois sources de tension, dont la tension de sortie et la somme pondérée de ces trois sources. Donc vous pouvez créer des gains, donc mettre un peu plus de classique en mettant R2 sur R1 assez élevé, baisser l'effet de la musique pop et annuler le son ou la voix d'une personne qui parle et qui arrive vers cette source. Donc ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle un additionneur, et cet additionneur
reprend des sources qui sont entièrement indépendantes et les renvoie à la sortie. J'aimerais bien attirer votre attention que ce schéma-là ne correspond absolument pas à ce schéma-là. Ce schéma-là, la tension que vous voyez dans le nœud dans lequel on additionne les courants est toujours le même. 0 volts copié d'ici. La tension que vous voyez là, c'est une tension qui est égale à V2. Et la tension V2 dépend bien sûr de I. Là, la tension V2, la tension V2, c'est cette tension-là que vous voyez, mais il est toujours entre la sortie V2 et la masse. Et le courant qui vient d'ici passe dans I2 et crée la tension V2 avec sa valeur. Par contre, ici, cette tension est en train de tout le temps bouger, y compris l'effet sur cette résistance et le courant I1. Donc, quand cette tension augmente, vous allez voir que la tension V1 moins V2 va influencer le courant I1, ce qui n'est pas le cas ici. La tension V1 est complètement indépendante de la variation de la tension V2 parce qu'elle est entre V1 et la masse, donc entre ce nœud-là et ce nœud-là. Il ne voit pas du tout ce qui se passe avec le courant I2, qui est la somme de ces deux autres contributions. Là, la tension V2 dépend de exactement ce courant, ce courant, et le niveau de tension là influence la valeur de I1, il influencera aussi la valeur I'1 et la valeur de I seconde 1. Je vous invite maintenant d'aller au laboratoire et de regarder un exemple d'un amplificateur sommateur. Et avec cet amplificateur sommateur, vous allez prendre deux entrées. Voici ce que je vous propose de brancher. Prenez un amplificateur opérationnel, amenez deux sources de tension, une source de tension sinusoïdale d'une fréquence de 1 kHz et d'une valeur de crête égale à 2 volts. Sur une deuxième entrée, branchez une source de tension DC avec une valeur égale à 10 volts et utilisez le schéma avec le rapport de résistance que je vous suggère de mettre ici. Je vous suggère de prendre sur l'entrée sinusoïdale un gain, de faire un gain. Vous avez le rapport qui apparaît sur cette entrée-là, c'est le rapport de la résistance R2 sur R11, qui est égal à 22 kg sur 10 kg, donc ça correspond à 2,2, et ce 2,2, avec un signe moins bien sûr, par rapport à la tension sinusoïdale, VE1, et sur la tension DC, je vous suggère de faire un effet d'atténuation. Donc de mettre 22 kg divisé par 6,8 qui nous amène à 0,32 et bien sûr ce signe négatif. Et d'aller observer ce qui va apparaître à la sortie. Donc on s'attend bel et bien à une relation de sommation avec les signes négatifs. VE1 va être multiplié par le gain de 2,2. VE2 va être multiplié par l'atténuation de 0,32. Voyons voir ce que ça va donner quand on va analyser ça avant de le brancher sur un oscilloscope. Voici notre circuit. On a la tension générée avec une valeur de crête de 2 volts. Vous voyez 2 volts positif, 2 volts négatif, avec une valeur moyenne est égale à 0 volts. Et voici la tension DC qu'on a branchée ici, et la tension AC qui a été branchée ici, et on regarde à la sortie la somme des deux pondérée par les rapports de résistance, et c'est ce qu'on va voir, c'est cette tension sinusoïdale qui est devenue bien sûr le 10 volts multiplié par 0,32 et amené avec un signe négatif va nous donner une valeur de moins 3,2 que vous voyez là, qui va devenir la valeur moyenne DC à la sortie de V2. Et forcément, notre tension sinusoïdale multipliée par un gain qui est égal à 2,2, on le voit ici, eh bien il va amplifier avec un 2,2 comme gain et surtout inverser la tension, donc un déphasage de 180 degrés entre la tension d'entrée et la tension de sortie qui est absolument visible sur la sortie de ce sommateur. Je vous suggère maintenant de prendre ce même circuit et de brancher différents types de sources de tension autres que la tension sinusoïdale. Et voilà, ce genre de sommateur, il est capable de mesurer ou de prendre n'importe quel deux types de tension à l'entrée et les additionner et les renvoyer à la sortie.
Par exemple, là, on a une tension sinusoïdale qu'on aimerait bien l'additionner à un signal carré. Il suffit de le mettre à l'entrée de ce sommateur et à la sortie, on a ce signal en bleu qui correspond bel et bien à la somme d'une tension sinusoïdale et d'une tension carrée. Je vous invite à faire ça et d'observer sur votre oscilloscope. Voilà la même chose, on peut le faire bien sûr avec un signal qui est en dents de scie, avec une tension sinusoïdale. Vous avez le signal qui est en dents de scie, qu'on additionne à la tension sinusoïdale. Je vous laisse faire ça pour voir la tension qui est en bleu, celle qui correspond à la somme des deux. Une fois passé par un sommateur, il suffit d'observer ça sur l'oscilloscope et faire l'exercice dans votre laboratoire pour vous rendre compte de ce qui se passe. Eh bien, on vient de terminer l'étude d'une utilisation de l'amplificateur inverseur et on vient de se rendre compte que cet amplificateur inverseur est capable de prendre un signal à l'entrée, une tension en l'occurrence, de le multiplier par un gain et d'effectuer une amplification ou une atténuation de ce signal renvoyé à la sortie et inversé parce qu'il y a un signe moins par rapport au gain que nous avons obtenu. Et voilà, avec ça se termine notre chapitre aujourd'hui.